Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense. Oui, et personne ne m'empêchera de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher. Il faut donc être ménagé de ces mots. Euh, je parle tout de suite de ce que je sais et de ce que j'ai lu dans les mémoires de George Sand. On ne lit pas beaucoup George Sand, mais on lit encore un petit peu ses mémoires. Et moi en particulier, je les ai lus. Il y a un chapitre remarquable où, étant jeune fille, elle allait au devant de la vie. Et elle avait des idées de gauche, d'extrême gauche même pour l'époque. Et elle était accueillie, elle avait accès de par sa naissance et par sa notoriété. On sait que c'était une arrière-petite-fille du prince de Saxe. Et elle avait accès dans les grands salons, et en particulier dans ceux où se rassemblaient encore les membres de l'ancienne aristocratie, mais la vraie, celle qui existait encore, qui était sortie de la cour de Louis XVI avec quel mal, et même de Louis XV. Et elle regardait ces membres de l'aristocratie, et elle allait dans ces salons, avec grande épouvante, en les voyant, la manière dont ils gesticulaient, dont ils s'agitaient, dont ils s'offraient des petits fours, dont ils s'avançaient des chaises, les retiraient, cachaient leurs perruques entre les seins des dames, et puis ensuite les mettaient sous leur derrière, et puis faisaient mille grâces, mille petites chichis. Elle en était épouvantée de voir ces vieux d'une époque disparue faire tant de grimaces. Eh bien, personnellement, je trouve que ce chapitre est essentiel. Je crois que Proust lui-même s'en est bien servi dans son histoire, dans ce fameux chapitre où il est question, où on voit les gens vieillir sur place. C'est un chapitre fameux, mais là, je crois que je ressens la précédé, c'est vraiment un très gros effort littéraire. Eh bien, j'ai la même impression quand je lis un livre. Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre, ben, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas, à l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour te dire, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le ton de l'époque. Et le ton de l'époque, eh ben, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je trouve que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste pas grand-chose. Et il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Il raconte le monde, n'est-ce pas? Ce qu'il y voit. Et puis, enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien, bon. Mais enfin, quand il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Alors, question du style. Bon. Alors, le style, je le trouve, le style de tous ces trucs-là sont dans le même ton que le Bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que les déclarations à la Chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent peut-être, mais en tout cas, certainement pas émotif. Or, je les regarde comme les impressionnistes devaient regarder les peintres de leur époque, qui leur rendaient bien.
évidemment que l'impressionnisme, et quand il regardait une église d'Auvers par un peintre de l'époque, un bon peintre de l'époque, évidemment c'était pas du Van Gogh. Et lui, l'autre disait, mais c'est une horreur, c'est un malfaiteur, et il faut le tuer. Voilà exactement ce qu'il pensait. Et il pense encore ça de mes livres, évidemment. Alors on dit, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Je dis que ce que l'on fait, ce sont des romans inutiles, parce que ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens ne sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Et ça demande énormément de travail. Beaucoup, n'est-ce pas? Les impressionnistes, par exemple, étaient de très gros travailleurs. Et sans travail, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a l'éloquence naturelle. C'est vraiment très mauvais, l'éloquence naturelle. C'est très mauvais. Faut que ça tienne à la page. Pour tenir sur une page, ça demande un très gros effort, n'est-ce pas? Alors là, je trouve que là, il y a quelque chose à faire entièrement. Un style, n'est-ce pas? Un style. Bon. Alors, les styles, il n'y en a pas beaucoup dans une époque, vous savez... sans être bien prétentieux, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4 par génération, il faut le dire la vérité, parce que si je ne dis pas, personne ne dira. Bon, alors, ils sont des cas dans eux-mêmes, après, ils ne durent qu'un temps. Il y a une notion de la vie, une philosophie générale qui fait que la vie est éternelle, n'est-ce pas? La vie commence à 60 ans, à 40 ans, à 50 ans, non. Alors, elle est passagère, c'est le temps qui régit le temps, l'époque, et il ne dure pas toujours. George Sand se moquait de ces vieilles grimaces des anciens courtisans, mais elle-même, si nous la voyons maintenant, nous la trouverions parfaitement ridicule. Il y a donc un temps précis. Regardez les grandes histoires, vraiment, qu'est-ce qui tient au théâtre? Pas grand-chose. Regardez, on revient toujours à Shakespeare, forcément. Mais Shakespeare, heureusement, il a pour lui le costume. Ça le sauve. Il se situe donc hors de notre époque, n'est-ce pas? Et il se situe dans une époque avec ses costumes. Là, il a gagné. Tandis que si nous jouons du Shakespeare en costume de ville, nous savons que c'est très mauvais. Ça ne donne pas l'effet. Non. Et il y a toute espèce de choses qui concourent. Bon, alors on dit voilà. Alors je vous dis donc le roman de Céline, c'est agressant, c'est crispant, etc. Parce que ça n'est pas dans le style du Bachot, dans le style admis, le style du journal habituel, le style de la licence, et qui vraiment s'impose formellement et qui tiennent, n'est-ce pas? Et qui tiendront. Je vais vous dire pourquoi peu à peu. Mais alors je reviens à ce style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Mais très légèrement, parce que tout ça, si vous le faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas? C'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut tourner autour de quoi? Autour de l'émotion. Bon, alors là, justement, j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, n'est-ce pas? Alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trot. On lui fait avoir le trot. On a fait à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas? La dialectique. Ou les idées. Mais les idées, rien n'est plus vulgaire, n'est-ce pas? Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages, 40 volumes énormes, n'est-ce pas? Remplis d'idées, très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine. Les idées, les messages, je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Alors le style, tout le monde s'arrête devant, n'est-ce pas? Personne n'y vient, ce truc-là. C'est un boulot très dur, n'est-ce pas? Il consiste à prendre les phrases, je vous disais, en les sortant de l'organ. Ou si une autre image, je cherche de savoir, si vous prenez un bâton et vous le faire paraître droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord, parce que la réfraction fait que si je mets ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, n'est-ce pas? Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors c'est un boulot, n'est-ce pas? C'est un vrai travail, c'est le vrai travail du styliste.
Alors ça, c'est très difficile. Et on dit souvent, les gens viennent me dire, oh, vous avez l'air d'écrire facilement. Mais non, j'écris pas facilement, avec beaucoup de peine. Et ça m'assomme d'écrire. Ça en plus, ça me donne beaucoup, beaucoup de peine. Et c'est très dur parce qu'il faut que ce soit fait très, très finement, n'est-ce pas? Et très délicatement. Oh, bah ça, vous savez, ça fait 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrit qui ont l'air où le travail est effacé. Évidemment que le travail est effacé, on ne le voit pas. Le lecteur n'est pas supposé voir le travail. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas, le lecteur. Il a payé sa place. Il a acheté son livre. Il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont, et il ne s'occupe pas comme on conduit le navire. Lui, il veut jouir, il veut délectation. Bon, alors, il a le livre, et il doit se délecter. Mon devoir, moi, est de le faire se délecter. Et à ça, je m'emploie. Et je veux donc qu'ils me disent, ah, vous faites ça, c'est facile, ah, mon Dieu. Mais si j'avais, moi, votre facilité, mais j'ai pas de facilité du tout dans le Dieu. Ah, mais aucune. Rien du tout. La facilité, les types sont beaucoup plus doués que moi, mais simplement, je me travaille. Ben, le travail, ils ne mettent pas de boulot, ils ne concentrent pas. Bon, alors voilà, n'est-ce pas, l'aventure. Et puis alors, on va dire, bon, très bien, n'est-ce pas, ils mettent 3 points. Vous savez, 3 points, les impressionnistes ont fait 3 points. Vous avez Seurat, il mettait les 3 points partout. Il trouvait que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Ben, il avait raison, cet homme. Ça n'a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup Seurat, on l'achète très cher, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que, moi, on me suive beaucoup. N'ayez pas peur. On en prendra un petit bout par-ci par-là, mais pas beaucoup, non. Un petit peu, c'est trop dur. Et de même que Seurat, bon, on n'a pas continué, non. On n'a pas continué ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'au fond, je vais aller plus loin. Je me demandais ce matin pourquoi on résistait à changer de style. Les grandes civilisations ont changé souvent de style. Mon Dieu, je parle des grandes civilisations disparues et oubliées, que ce soit les Sumériens, que ce soit les Araméens, que ce soit toutes ces civilisations, il y en a 40 ou 50, entre le Tigre et l'Euphrate, qui ont eu des poètes, qui ont eu des écrivains, qui ont eu des législateurs. Eh bien, ils ont changé souvent de style. On s'aperçoit qu'ils ont changé de style. Les Français, ben, ils sont soudés. Ils sont soudés au style Voltaire, qui lui-même fut copié clairement, ce qui est une jolie forme d'ailleurs, copié par Bourget, copié par Anatole France, et puis finalement copié par tout le monde. Il m'a été donné de lire la revue du Monde des 100 dernières années. Ben, il y a là-dedans toute espèce de roman facile qui a rajouté des téléphones et des avions, puis ça ira très bien. Bon, mais on est resté soudé à un style, parce que je crois que pour avoir un nouveau style, il faut une civilisation très neuve, très forte plutôt. Et par exemple, vous avez en ce moment-ci les Chinois qui tapent dans leur langue et qui sont en train de se défaire de leur caractère, de leur style même, parce que vous savez que la langue chinoise est une langue très complexe qui était comprise grâce à des artifices par une certaine secte. Eh bien, eux, ils ont le courage et ils ont la force, dirons-nous, la passion, de se défaire entièrement de l'ancien chinois pour faire un autre chinois plus neuf, n'est-ce pas? Et ça n'arrive pas. Remarquez, les Américains n'ont jamais rien fait de nouveau, n'est-ce pas? Quand ils cherchent un mot, ils piochent dans le latin péniblement. Ils n'ont jamais inventé rien du tout. C'est très difficile d'inventer des mots et c'est très difficile de changer de style. À ce point que je crois que celui-là est vraiment ce qu'il faut à notre petite civilisation française qui aura duré 400 ans, 3-4 siècles, rien du tout. Et alors, ils sont fixés à ça. Et je peux dire, parce qu'ils n'aiment pas en changer, parce qu'ils n'ont plus la force, la passion qu'il faut pour changer de style. On ne peut pas. Vous savez, je m'occupais, à un moment donné, j'étais médecin, j'étais pendant 20 ans médecin à Clichy, au dispensaire de Clichy. Et je me suis occupé de l'histoire de Clichy, Clichy-la-Garenne, près de Paris. Et alors là, dans l'histoire de Clichy, j'ai remarqué, j'ai mis un historien là-dessus, un vieil ami qui est mort maintenant, qui s'appelait Sérouille. Et j'ai fait une préface, même on n'a pas mis le livre et la préface, parce que tout ça c'était défendu. Bon. Et alors, il y avait dans cette histoire de Clichy bien des faits remarquables, mais il y en avait un surtout qui était drôle, c'était qu'il y avait à un moment donné, vers 1870, un curé à Clichy
qui avait dit, et qui c'était très logiquement, qui avait dit, mais ces gens-là ne comprennent pas du tout le latin, je leur fais la messe pour rien, je vais faire la messe en français. Oh, mais alors, il avait été pensé par la commission des rites, et puis finalement a été chassé de son église, et puis on a redit la messe en latin. Pourquoi, n'est-ce pas? Alors, je le demandais à Serrouille réfléchissait longuement, il me dit, parce qu'il n'y avait plus assez de foi. En effet. Et c'est l'histoire, c'est la foi, vous comprenez. Regardez les Russes, ils ont beau être bien russes, ils ne changent pas le russe, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas changé le russe. Par conséquent, ils n'ont pas une grande foi, voyez-vous. Il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Et les Français n'ont certainement plus la foi de changer leur langue. Non, pas assez de chaleur pour ça. Je pouvais d'ailleurs trouver plus vulgairement et plus compréhensiblement un exemple dans la publicité des journaux habituels que je lis, les grands hebdomadaires. Je regarde pas beaucoup le texte, c'est pas intéressant. Je regarde les publicités, moi, et me donne bien l'idée de ce que les gens réclament, parce que ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est pas fait pour rien. Eh bien, il y a des réclames pour la margarine, n'est-ce pas? Alors, des réclames pour une certaine margarine. Eh bien, je vois une grand-mère et un grand-père. Alors, la grand-mère dit, je vais me servir de la margarine X. Alors, le grand-père qu'on représente, il dit, mais tu es folle, à nos âges, on ne change pas nos habitudes. Voilà, eh bien ça, c'est tout à fait le cas, n'est-ce pas, de la France, c'est qu'à nos âges, on ne change pas nos habitudes. Et la France a passé l'âge de changer d'habitude. Il est donc très certain, presque certain, qu'il n'y a pas changé de style pour me faire plaisir. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors moi, je gratouillerai toujours dans mon perfectionnement, mes raffinements, mais ça ne sert à rien du tout. Alors, bon, elle continuera toujours à publier du Bourget, du Anatole France, et de la phrase bien filée, etc. Mais pas d'histoire, non. Alors, donc, c'est un coup pour la gloire, c'est vraiment de la vanité. J'en suis l'esclave moi-même, et je vous prie, avec beaucoup de mal. Ceci dit, je n'ai plus qu'à m'en tirer, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Non, je vous remercie, ça va comme ça, je crois.